Et bonsoir à tous, salut les jeunes, merci d'avoir répondu présent à l'appel. Merci pour le feedback sur le chat. Donc comme prévu, deuxième live écho à un autre horaire pour tester un petit peu ce qui marche le mieux avec vous. Et puis voilà, puisqu'on est coincé à la maison et on est là en toute déconstruction, donc je vous dis à la vôtre. Et comme prévu, priorité au direct, nous allons ce soir nous intéresser particulièrement à l'affaire GameStop, ou même l'affaire Wall Street Bets, l'affaire Reddit contre Wall Street. On lui a donné plusieurs noms à cette histoire, et j'ai l'honneur et le privilège, pour parler de cette affaire GameStop, d'être en direct avec notre ami Dorian. Salut Dorian. Salut à tous, salut à toi Mickaël. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'appel. On sera pas trop de deux, je pense, pour décrypter un petit peu ce qui se passe derrière l'affaire GameStop, tout en sachant que ce qu'on va dire n'est, je dirais, valable que jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où cette affaire GameStop n'est pas encore tout à fait terminée, et il n'est pas à exclure que on puisse avoir d'autres choses à dire dans 3 semaines, selon comment la situation évolue. Mais en tout cas, on va faire un petit tour d'horizon à deux. On va essayer de déchiffrer, de faire comprendre un peu les mécanismes qu'il y a derrière, et puis une fois qu'on aura tous bien compris de quoi il s'agit, de voir un petit peu ce que ça implique pour le futur, pour la finance, et possiblement aussi comment on pourrait se prévenir de ce genre de bêtises. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le chat. On va démarrer dans quelques secondes. Voilà, sous la forme d'un dialogue, hein. J'ai pas préparé spécialement de slides. On est vraiment là, priorité au direct, pour décrypter à chaud l'actu. Et juste un mot avant de te laisser un peu la parole aussi, mon cher Dorian. Pour ceux qui ne t'ont pas reconnu, tu es quand même un coutumier du fait. Tu traînes beaucoup sur Twitter pour parler finance notamment, et donc on te retrouve sur Twitter avec le @analyst learner. Voilà. Et d'ailleurs, je peux peut-être passer. Je peux montrer l'image. D'ailleurs, hop. Voilà, le petit bandeau. En photo de profil, c'est notre cher John Kenneth Galbraith. Voilà, oui, tout à fait. Du XXe siècle, qui sont les meilleurs. En tout cas, pour son temps. Pour la deuxième moitié du XXe siècle, oui, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais non, je rigole parce que avec mon frère Walex qui nous rejoint de temps en temps sur ce live, on se disait qu'on devrait faire la tier list des économistes et aussi la tier list des crises financières. Donc il faudrait peut-être que tu nous rejoignes pour cette expérience. Avec grand plaisir. Non, parce que tu vois, la crise des subprimes, pas ouf, moi je la mets bêtière. Hein. Je suis le move à peu près à voir. Bon, en tout cas, on est là un peu sans filet aussi pour répondre à vos questions. Donc on a 3 axes. Peut-être ça vaut le coup quand même d'en parler 30 secondes. On a 3 axes principaux sur lesquels on voulait réagir, Dorian et moi. Le premier, c'est plutôt vraiment, je dirais, la pédagogie. Donc expliquer ce qui se passe avec GameStop, pourquoi c'est GameStop et pas une autre compagnie, ce que c'est le short selling. Alors on me dit qu'on t'entend pas beaucoup. Alors je vais essayer d'augmenter le son. Je vais essayer de parler également plus. Ah ouais, là ça m'a l'air d'être mieux. Ouais. Je peux pas faire mieux. Ok, bah attends, je vais juste augmenter un tout petit peu, et puis là ça me semble pas mal que tu sois rapproché du micro, effectivement. Je vais du coup baisser un tout petit peu la zik aussi, mais je crois qu'on l'entend pas trop la zik, c'est bon. Qu'est-ce que je disais ? Pardon, donc premier point, pédagogie sur ce qu'est GameStop, ce qui s'est passé avec GameStop et ce qu'est le short selling, c'est-à-dire donc la pratique que les hedge funds à Wall Street avaient pratiquée contre GameStop et qui s'est retournée contre ces hedge funds, donc juste la partie un peu factuelle. Ensuite, on va un petit peu commenter sur le narratif qui a été présenté autour de l'histoire, c'est-à-dire cette histoire de petits porteurs, de boursicoteurs amateurs qui se sont réunis via les forums internet, via Reddit en particulier, pour essayer de contrecarrer, pour se liguer en fait contre la stratégie des hedge funds. Donc ce qui a été un peu présenté comme une histoire à la Robin des Bois, quoi, voler aux riches pour donner aux pauvres, etc. Et on verra que l'histoire est quand même un peu plus compliquée que ça.
Et puis on terminera sur la partie, je dirais, un peu plus générale de la discussion. C'est que cette histoire a quand même fait gagner des millions à des personnes, a fait perdre des millions à d'autres. Ça a augmenté la volatilité sur les marchés. C'est potentiellement aussi un coup dur pour certains hedge funds qui pourraient se retrouver en faillite. Alors, je ne dis pas forcément que je suis désolé par rapport à ça, mais est-ce qu'on aurait pu éviter ce genre de situation ? Qu'est-ce que la régulation a fait, a pas fait ? Et est-ce que ça implique aussi en termes de flux financiers, c'est-à-dire il y a des choses qui ont bloqué les volumes à un moment donné, c'est les chambres de compensation, et donc on parlera un petit peu de ça aussi avec Dorian. Ça c'est pour les grandes lignes, j'exclus pas qu'on diverge un peu de tout ça, et puis surtout c'est un live interactif, donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour nous poser des questions et guider aussi un peu la conversation. J'ai rien oublié ? Non, ça m'a l'air d'être assez clair. Eh ben super. Non mais voilà, c'est sans filet. Moi ça me fait un peu, ça me fait plaisir là. Il est déjà un peu tard, pas trop. Ce petit côté, voilà, il y aura un petit côté radio libre, comme à la bonne époque de D-Fool, etc. Mais c'est le D-Fool BFM TV quoi, ou BFM Business. Good morning Wall Street. C'est Antoine Larigauderie avec D-Fool ce soir pour parler de l'affaire GameStop. Ça existe encore toutes ces radios libres d'ailleurs, moi ça fait bien longtemps que j'ai arrêté, hein, bien sûr, mais... Alors bref. là, aucune idée, très sûrement, la piraterie n'est jamais finie. Bon alors, GameStop. GameStop, qu'est-ce que c'est ? GameStop, c'est avant tout une entreprise américaine de retail, donc de magasins de jeux vidéo. C'est un peu l'équivalent français, enfin l'équivalent américain du français Micromania. Et en fait, c'est même plus que l'équivalent, c'est qu'en fait, Micromania en France... C'est une filiale ? C'est une filiale, effectivement. Donc Micromania en France et GameStop aux États-Unis, c'est la même chose. Donc c'est une chaîne de boutiques de jeux vidéo. Et qui est donc basée aux États-Unis et qui est cotée aux États-Unis, donc cotée en bourse. Donc il y a un cours de la bourse chez GameStop. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que le cours de la bourse GameStop, si on regarde un petit peu le cours depuis, disons, 6 mois, on voit qu'il a été très très bas jusqu'au début d'année, là, jusqu'à janvier. Et ce cours super bas, on voit il est à 5$, 4$. Une entreprise quand même qui cote pas très haute, pas très fort. Et c'est une raison particulière, c'est que GameStop n'a pas spécialement le vent en poupe, tout comme Micromania en France. C'est-à-dire que la vente de jeux vidéo, elle est de moins en moins physique. Elle se fait de plus en plus par la vente par correspondance, en allant sur Cdiscount, sur Fnac, sur Amazon, évidemment. Et en plus de ça, le jeu vidéo se fait de plus en plus dématérialisé, c'est-à-dire qu'on peut télécharger directement les jeux sur son ordinateur, sur sa console, et de plus en plus de jeux sont directement téléchargés via le net et plus du tout vendus en physique. Donc un petit peu à l'image des vidéoclubs avant que Netflix arrive, c'est a priori considéré comme une entreprise sur le déclin, qui ferme plus de boutiques qu'elle n'en ouvre, et qui n'a pas fait de bénéfices depuis plus de 3 ans, qui est vraiment dans le rouge. Donc une compagnie, voilà, donc là on voit le cours de la bourse évoluer en direct, c'est bien, là qui cote actuellement à 97$, 97$ pour nos amis belges, et qui était à 5$ il y a encore 6 mois. Donc une entreprise qui a l'air d'être un peu sur le déclin, voire très certainement sur le déclin, mais qui a connu un gain de popularité sur la bourse. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu la situation de départ. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que j'ai oublié sur GameStop ? Écoute, moi, je pense que t'as pas oublié grand-chose, à part peut-être juste le contexte de marché depuis mars 2020. Ah oui, alors t'as raison. C'est juste de rappeler que il y a eu beaucoup de pertes pour les hedge funds, pour Wall Street. Quand on parle de Wall Street, moi j'entends l'alliage qu'il y a entre les banques et ce qu'on appelle le shadow banking, les hedge funds, qui en sont une partie. Et grosso modo, en fait, ils se sont fait rincer en mars 2020. Et depuis, on a une espèce de configuration de marché depuis avril-mai à peu près, où c'est très similaire en fait à la crise Internet de 2000. C'est-à-dire qu'on a une bulle en fait qui est énorme sur les actions technologiques, par exemple. Et on a surtout en fait des positions, on augmentera, on en parlera un petit peu plus tard, mais
on a en fait des hedge funds qui sont massivement short volatilité. C'est-à-dire que pour être short vol, par exemple, GameStop a un prix qui est fondamentalement assez faible, comme tu l'as très précisé. Donc en fait, les gars shortent GameStop à cause de ce problème de short vol, dont on parlera un petit peu après. Donc, alors du coup, tu me donnes une bonne introduction. Tu me donnes une bonne introduction pour expliquer justement aussi le short selling, hein, donc la vente à découvert. Ça c'est la deuxième notion qu'il faut introduire. Il y a une chose que j'ai oubliée sur GameStop qui me revient là tout de suite, c'est que non seulement c'est une compagnie un petit peu à l'image des vidéoclubs il y a 15 ans qui a pas un avenir radieux, mais en plus de ça, ça fait déjà quelques années donc elle était sur le déclin, mais évidemment le confinement n'a pas aidé puisqu'il y a eu les boutiques fermées, il y a eu encore plus du coup de ventes par correspondance, etc. Donc c'est vraiment le dernier clou sur le cercueil. Donc GameStop est vraiment vu comme une compagnie qui est sur le point de mourir, quoi, et qui en tout cas qui est pas en bonne santé, quoi. Et alors comment on fait si on a une compagnie qui déjà vaut plus grand chose et qu'on fait le pari? Je remercie Roland qui demande si ce live compte pour le partiel. Comme j'ai dit aux élèves de lundi, il y a des chances que des sujets de ce genre tombent à l'examen, effectivement, pour mes élèves du lundi qui me suivent ce soir. Donc merci Roland d'avoir posé la question, effectivement tu fais bien. Attention, ça c'est dans le syllabus. Hein. Non mais blague à part, non, je disais que donc j'ai une entreprise qui est mal en point. Et donc je me dis, voilà, je suis un investisseur, je voudrais faire le pari que non seulement elle vaut plus grand chose, mais qu'elle vaudra encore moins demain. C'est-à-dire qu'elle va encore descendre. Et donc il y a un pari qui est possible à faire, ça s'appelle le short selling. Le short selling, ça consiste en fait à parier à la baisse sur une action. Et il s'agit en fait simplement d'emprunter l'action à un instant T, de la revendre, d'attendre qu'elle baisse, de la racheter quand elle a baissé et de la rendre du coup à la personne qui nous l'a prêtée à ce moment-là et donc d'enclencher comme ça les bénéfices. On va reprendre un exemple plus simple. Imagine Dorian que tu me prêtes ta PS5. Imaginons que tu as une PS5. Ta PS5, c'est 100 € minimum. Voilà, donc tu l'as acheté 600 balles sur eBay, tu as galéré pour l'avoir. Tu me la prêtes. Je te file, disons, 10 € pour la location, pour le dédommagement. Ça, c'est le taux de repo. Je me dis, de toute façon, cette PlayStation 5, dans 6 mois, elle va baisser de prix. Donc, je te la rachète 600 balles. Je la revends 600 balles tout de suite. Et dans 3 mois, comme elle aura baissé de prix, ou comme j'espère qu'elle aura baissé de prix, je la rachèterai d'occasion à 400 balles. Je te la rends. Et moi, j'ai gagné 200 balles dans la bataille. Et donc, c'est ce qui se passe avec GameStop. Les gens, même si elle était qu'à 5 ou 10 $, l'action, ils l'ont acheté massivement. En tout cas, la stratégie, hein, brièvement, c'est de l'acheter à ce prix-là, en se disant, dans 6 mois, elle vaudra de toute façon moins, et donc j'aurais fait un bénéfice sur cette affaire-là. Voilà, grossièrement, le short selling. Oui, et en plus, là, tu as parlé des ventes nues, mais tu as aussi, en fait, une autre possibilité pour les hedge funds. Comme par exemple l'action GameStop peut avoir un taux repo comme tu l'as dit, c'est-à-dire en gros le prix que vous payez pour vendre à terme. Enfin quand vous faites une opération à terme, en gros vous payez ce qu'on appelle un collatéral, un appel de marge. Et pour en fait remplir cet appel de marge que font certains hedge funds parfois, et j'ai cru comprendre que pour GameStop c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ils passent un accord avec la banque qu'on appelle en fait un primary brokerage, où la banque en fait peut prêter l'action qu'elle achète et le garantir à terme pour un hedge fund. Donc le hedge fund en fait a directement l'action qu'il vend à découvert, mais il la vend directement contre du cash et il paye en fait toujours un repo. Ouais. Et si par exemple le taux monte, le prix spot monte, le prix auquel ils ont emprunté l'action directement à la banque monte également. Donc il y a deux manières en fait de faire ce genre de vente à découvert. Une en fait avec la banque qui parraine et une où vous prenez un risque vraiment comme tu l'as expliqué, où tu fais vraiment un short selling pur, une vente à nu quoi. Ouais, et là il faut préciser que on nous demande sur le chat, Jean-Francis qui nous demande comment peut-on emprunter une action. Je comprends pour une PlayStation mais pas pour les actions. En fait les financiers ont pensé à tout
En fait, il est tout à fait possible de se prêter des assets, des actifs financiers. Il y a absolument rien qui t'empêche de prêter une action. C'est une opération très très courante, d'ailleurs pas que pour les actions. C'est ce qu'on appelle communément un repo pour repository, enfin pour le fait de comme ça se prêter des choses. Et il y a un petit coût, hein. À chaque fois la location se paye. Donc si moi demain j'ai envie d'investir dans Google, j'ai deux choix. Soit je peux acheter une action Google si quelqu'un veut bien me la vendre, et si personne ne veut me la vendre, on peut me la prêter. Et puis je ferai quand même les bénéfices qui vont avec. Ça, c'est les opérations de repo. Et comme l'expliquait Dorian, quand on est un hedge fund, donc on est un investisseur plus petit qu'une grosse banque, on n'a pas forcément les mêmes moyens opérationnels, on n'a pas les mêmes stratégies, pas la même temporalité. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on a les reins assez solides et puis on fait de la vente à nu, donc vraiment on rachète l'action, on la revend, il n'y a pas de... on est directement exposé au risque, hein, c'est-à-dire que si on n'a pas fait le bon pari, là ça va tout de suite nous coûter de l'argent. Soit on le fait effectivement parrainé par une plus grosse banque, mais qui du coup a d'autres conséquences en termes de contagion, je dirais. Mais voilà, j'essaye de simplifier un petit peu pour bien qu'on comprenne les mécanismes derrière aussi le jargon qui se veut un peu savant, parce que c'est une bonne façon de laisser les banquiers entre eux, je dirais. Donc, mais les mécanismes derrière sont assez simples. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer aussi brièvement, avant de passer à la suite de l'histoire, les appels de marge, parce que tu as mentionné plusieurs fois les appels de marge. La finance, c'est une question de confiance beaucoup, mais comme on se méfie aussi un peu quand même, on va demander des garanties. Et donc, quand je fais comme ça une vente à découvert, et qu'on m'a prêté donc, le short selling, quand on m'a prêté une action, imaginons on m'a prêté l'action à $20. Moi, je faisais le pari qu'elle allait tomber à 10 et j'allais me faire 10 de bénéf. Sauf qu'en fait, l'action, elle va pas du tout dans le sens qui m'arrange, et elle commence à passer à 30, à $40. Et la personne qui me l'a prêté va se dire attends, l'action elle vaut $40, quand tu vas vouloir me la rendre, tu vas jamais pouvoir me payer. Donc elle va exiger quand même que un petit peu comme une caution pour un appart, elle va exiger quand même cette banque que je mette la différence, donc les $20 sur un compte au cas où il y a un problème. Ce qui fait que l'histoire du pari, je me dis dans 6 mois elle va baisser, et puis du coup tant que les 6 mois sont pas passés, j'aurai pas de problème, j'ai encore le temps de me refaire. Et non en fait, parce que dans beaucoup de cas, la perte ou le gain se fait quand même au jour le jour, puisqu'il y a cet appel de marge, donc cette caution, cette garantie qui doit être postée régulièrement. Alors pas forcément tous les jours, pas en intraday, etc. Mais quand on a des gros mouvements d'action, il se peut qu'on se fasse avoir avant d'être arrivé à terme de la stratégie, si on avait une stratégie à horizon 6 mois. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait avec les hedge funds. C'est pour ça que je précise aussi ce mécanisme de l'appel de marge. Peut-être pour le dire autrement, imaginons que je vais louer une voiture chez Europcar, ou n'importe où, chez Sixt, qui vous voulez. Je vais devoir payer donc, le coût de la location, ça c'est le repo, mais je vais aussi devoir mettre une caution au cas où je plante la voiture, quoi. Voilà. Donc c'est un peu le même principe, dirons-nous. Voilà. Oui, c'est exactement ça. La seule nuance, en fait, c'est que tout dépend de la personne avec qui tu vas faire le repo et qui tu es. Parce que, par exemple, si tu es un hedge fund, tu vas pas payer la même prime que si tu es une banque, que si tu es un particulier, que si tu es un gérant de caisse. Donc, en fait, en fonction du contrat, tu peux payer en fait soit ce qu'on appelle en fait une prime de liquidité. C'est-à-dire, par exemple, si j'échange, je mets en collatéral, par exemple, un titre de dette, c'est la liquidité de ce titre de dette. Donc la liquidité, c'est la facilité, grosso modo, à transformer cet actif en cash, vraiment pour faire très simple. Et donc soit en fait je paye au prix de la liquidité, soit je paye au prix du coût de bilan. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que je suis solvable ou pas. Voilà. Donc la prime, comme tu dis, elle peut dépendre de plusieurs facteurs. Et ça marche comme quand vous allez faire un prêt à la banque. Si vous avez plus d'argent, on va peut-être vous proposer des taux plus intéressants. Ou alors ça marche comme quand vous allez chez Cash Converter. Si vous avez un objet qui a de la valeur mais qui n'est pas du tout populaire, ils vont peut-être pas vous le reprendre. Alors que si vous avez un objet qui est très populaire, donc qui est très liquide, qui est facilement échangeable, là il y a plus de chances qu'ils vous le reprennent. C'est un peu le même principe. Oh oui.
J'en profite aussi pour saluer Jean-Francis qui effectivement nous fait réaliser l'épiphanie des grands films sur la finance de ces dernières années, d'où le titre The Big Short et Margin Call. Bah ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans Margin Call, ils font faillite parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont les appels de marge et qu'ils peuvent plus payer et que voilà, la stratégie dans laquelle ils étaient engagés allait dans le sens inverse que ce qui les arrangeait. Donc c'est un appel de marge, un Margin Call qui les a foutus dedans. Et The Big Short, c'est l'histoire de Michael Burry qui, plutôt que de long les subprimes, a décidé de les shorter, donc de faire de la vente à découvert. Enfin là, en l'occurrence, il utilise des CDS, etc. Pour faire un pari à la baisse. Donc The Big Short, c'est le pari à la baisse, c'est comme le short selling, c'est la même chose. Et effectivement, donc il ne vous aura pas échappé que les crises se suivent et se ressemblent, donc il y a toujours dès qu'il y a comme ça des petites crises, il y a souvent des phénomènes en commun, et là effectivement il y a en commun les histoires d'appel de marge et les histoires de short, ouais. Parmi d'autres d'ailleurs. Ouais, exactement. Alors, on a expliqué ce qu'était le short selling, on a expliqué ce qu'était GameStop et pourquoi c'était un peu une entreprise zombie, etc. Maintenant, alors pourquoi une entreprise zombie se retrouve comme ça d'un seul coup parce que faut bien qu'on se rende compte, hein, si je zoome sur un mois, l'action elle était quand même à 5$, elle est passée à 17, 18, 19, 30, 35, 40, et là c'est juste l'espace d'un mois. 80, 150, 350, elle est redescendue à 200, elle est remontée à 325, là 225, et là actuellement elle est autour de 100$, donc toujours très haut quand même, toujours plus haut que les 5$ d'il y a 6 mois. Alors pourquoi cette action d'Orion a une tendance haussière actuellement, enfin surtout volatile là pour le coup, mais a eu une tendance haussière? Alors, franchement, GameStop pour moi c'est une bataille politique comme on l'a assez rarement vu sur les marchés. Je m'explique. En fait, comme vous le savez peut-être, il y a des réseaux sociaux comme Reddit qui permettent en fait à certains investisseurs, certains particuliers de pouvoir échanger entre eux et pouvoir se coordonner. Alors en fait sur Reddit, il y a un groupe qui se nomme Wall Street Bet, et Wall Street Bet se sont rendus compte en fait des positions des hedge funds. Ils ont été sincèrement dégoûtés par ce que faisaient les hedge funds, parce que ces personnes-là en fait étaient une communauté de gamers initialement, où il y avait des investisseurs bien évidemment, mais c'était essentiellement une communauté de gamers. Et ces personnes-là en fait se sont organisées pour lancer une attaque spéculative. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, par exemple, peut-être avez-vous vu le film Wall Street 87 avec Michael Douglas et Charlie Sheen, où grosso modo en fait le personnage principal, Bud Fox, doit lancer une attaque spéculative pour un très gros investisseur. Et le nom de code pour lancer l'opération, c'était Blue Angel M Anacott Steel. Et dès que Bud Fox en fait entend cette phrase-là, il va voir tous ses amis brokers dans la salle de marché, il leur dit hey, Anacott Steel, c'est bien ça, achète. Anacott Steel, c'est bon ça, achète tout de suite, mets tes clients sur le coup. Et donc comme ça en fait tout le monde achète en même temps. Et on a du coup une action qui peut flamber, faire 300% en un jour, etc. Bon, alors en fait ce qu'on fait Reddit, c'est vraiment ça. Ils ont fait un Blue Angel et un Anacott Steel. Ils se sont rués sur les actions GameStop pour tous les acheter en même temps. Et comme je vous l'ai dit sur les marchés, en ce moment, on est sur un contexte qui est très très spéculatif. C'est-à-dire en fait qu'on a Robinhood, dont on parlera juste après par exemple, et plein d'ETF, enfin, on en reparlera, mais si vous voulez, on a vraiment un flot énorme d'investissements passifs, où les gens, en fait, ils voient directement une tendance qui est en train de s'emballer, ils vont acheter tout de suite, très très vite. En même temps, on a les algorithmes haute fréquence aussi, qui vont du coup gonfler l'attaque spéculative. C'est comme des requins qui sentent le sang. Ils sentent le sang, ils croquent. Ce qu'il faut préciser d'ailleurs, c'est que, alors, juste pour recadrer un peu, Robinhood, c'est une application mobile qui permet d'acheter et de vendre des actions pour n'importe quel particulier. C'est un peu l'équivalent moderne de ce qu'était Boursorama il y a 15-20 ans, qui était un peu la promesse que derrière son ordinateur, n'importe qui pourrait facilement échanger des actions. Donc ça, c'est une plateforme Robinhood.
qui permet voilà, d'échanger des actions. Et donc ce qui permet à nos petits porteurs, à nos investisseurs du dimanche, d'acheter des actions GameStop facilement, sans trop d'intermédiaires, etc. Bon, même s'il y a quelques intermédiaires, mais ça on va y revenir, mais en tout cas ils peuvent faire ils peuvent faire des actions sur la bourse assez rapidement. Et à mon avis, il y a la conjonction de deux choses dans le fait que ces gens-là ont décidé d'acheter du GameStop. C'est que d'une part, tu l'as dit, c'est une communauté de gamers. Et il n'est pas à exclure que ces mecs-là, ils ont notre âge et qu'il y a 15 ans, ils allaient acheter Pokémon, Mario, Zelda et Tony Hawk dans leur Micromania. Et ils sont bienveillants vis-à-vis de la boîte et ils sont même, je dirais, un peu nostalgiques. Enfin, c'est une boîte de geeks et donc ils ont plutôt une bonne image de cette boîte, contrairement à Wall Street et d'autres qui n'y voient que l'entreprise un peu comme un vidéoclub qui est sur le point de crever. Donc il y a ça, je dirais le côté un peu positif. Les gens se disent tiens, c'est un bon investissement parce que c'est une compagnie que j'aime bien, il y a un petit côté nostalgie comme ça. Et puis il y a l'autre truc, c'est que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de spéculation, les hedge funds étaient vachement à la baisse, mais en plus ils l'ont dit. C'est-à-dire que pour essayer d'influencer l'action à la baisse, ils ont expliqué que eux, ils considéraient que GameStop c'était naze et que ils allaient short-seller, ils allaient vendre à découvert à fond. Et donc en lâchant l'info, ça s'est retourné contre eux, puisque ces petits investisseurs regroupés ensemble sur ces forums en discutant sur Internet se sont dit mais attendez, là on a des hedge funds qui sont short. Et donc, on va pouvoir, en faisant monter la compagnie, leur mettre à l'envers. Et j'en profite pour répondre du coup à Xiliax sur le chat qui demande si GameStop a un lien avec d'autres entreprises comme Nokia, BlackBerry. Alors c'est vrai que on a beaucoup parlé de GameStop parce que c'est sur GameStop que ça s'est un peu cristallisé, mais ces mêmes investisseurs, alors c'est sur le forum Reddit qui est un des ancêtres de Twitter, je dirais. Enfin c'est un forum à l'ancienne et ils se font appeler les Wall Street Betters, les Wall Street Bets. Et mais ces mecs-là, ils n'ont pas fait que parier sur GameStop, ils ont aussi parié sur AMC, qui est un réseau de cinéma, l'équivalent, je sais pas, de Kinépolis ou de Gaumont. Exactement. UGC plutôt, pardon. Ils ont aussi parié sur BlackBerry et Nokia. Ce que ces quatre compagnies ont en commun, c'est qu'elles sont carrément sur le déclin et effectivement sur lesquelles les hedge funds ont parié à la baisse parce que il faut admettre que même si j'aime pas beaucoup les hedge funds pour conviction personnelle, le fait de parier sur ces entreprises à la baisse, enfin parier dessus non, mais de penser qu'elles allaient aller encore moins bien demain, c'était pas déconnant comme d'un point de vue économique. Alors j'en profite juste pour voir si j'ai pas loupé de questions. Est-ce que ça peut être considéré comme une manipulation de marché? Alors ça c'est compliqué parce que oui un peu et en même temps les investisseurs se parlent quoi. C'est franchement manipulation contre manipulation. Ouais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu de la pub quoi. Il y a pas eu de délit d'initié en tout cas, il n'y a pas eu d'insider information. Mais ils ont décidé effectivement de... Alors attendez, je sais pas si le live est toujours en route, j'ai un petit plantage chez moi. T'es toujours là Ouais, en tout cas pour moi, j'ai pas de problème. Ok, non, bah j'ai mon appli qui a frisé, mais si le live est encore en route, je vais quand même vérifier vite fait, excuse-moi. Si tu peux peut-être reprendre... Par rapport à la hausse du prix de l'action ou par rapport aux questions? Si tu vois les questions sur le chat, parce que je n'ai plus l'image, excuse-moi pour cette interruption momentanée. Je les vois. Ok. Je les vois. Donc il y avait la question de manipulation. Est-ce que cela peut être... Alors la question de la manipulation de marché et de la part des boursiers, si tu veux, ils sont vraiment coordonnés pour faire monter l'action. À partir du moment où tu te coordonnes pour influencer sur une direction de marché, techniquement, c'est ce qu'on peut appeler une manipulation. Cependant, le problème, en fait, c'est que, on en parlera un petit peu après, mais Wall Street est une vaste manipulation de marché. Les marchés financiers actuels sont manipulés d'une manière extrême. Donc, j'ai du mal, en fait, à voir une manipulation de marché. J'y vois plus, en fait, soigner le mal par le mal, le feu par le feu, si vous voulez.
C'est ok, les marchés sont manipulés, et ben nous on va faire exactement la même chose, mais en fonction de un pseudo intérêt collectif. Parce que bon, c'est un peu plus complexe que ça. Pareil, on a prévu d'y revenir peu après. Donc c'est une manipulation de marché, mais bon, ça voudrait dire que si eux ils manipulent, les autres manipulent pas, quoi. Tout à fait. Nuancé. Alors, je vais m'excuser, excuse-moi, je vais m'excuser juste 30 secondes. Je vais devoir juste relancer le stream, donc vous allez juste avoir une coupure momentanée de quelques secondes, parce que c'est mon application d'écran qui a frisé, et donc on est effectivement live, on nous entend, mais par contre l'image n'est plus mise à jour, donc il faut juste que je relance, j'en ai juste pour 30 secondes. Excusez-moi, à tout de suite. À ce live de ne pas avoir changé de chaîne pendant la pub. Non, il n'y a pas un match de foot ce soir. Désolé pour ce contretemps, mais là normalement on est live. Je vais juste attendre quelques secondes parce que je vois que le compte de viewer est encore en stand-by. Bon, ce sera juste le petit break, je suis désolé. Voilà, comme le dit Roland, c'est l'occasion d'aller prendre une bière en attendant. Oui, absolument. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Tu as, toi, le live, c'est reparti chez toi, Dorian ? Ouais, impec. Ok. Bon, bah, on va pouvoir s'y remettre. Ouais, je vois, les gens sont de retour. Parfait. Désolé pour ce petit contretemps. Pardon. Donc, on reprend vos questions. Voilà. Alors, on disait manipulation, et puis, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement ? Donc, tu voulais répondre, Dorian. Je te laisse la parole. Ouais, je te laisserai répondre du coup à celle juste après. Non, celle-là, elle m'intéresse beaucoup, cette question, à savoir... Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement risque d'arriver de plus en plus à l'avenir venant de Gexouz ? Écoute, si on laisse l'ordre spontané du marché, pour reprendre notre cher Autrichien Hayek, oui, ça réarrivera de plus en plus, et le problème en fait, je voudrais expliciter un peu les relations entre liquidité et volatilité un peu plus tard, mais si vous voulez, en fait, ce genre d'événement déclenche énormément de volatilité, et les marchés, et là je vous paraphrase une note de la Société Générale qui est sortie hier, si ce genre d'événement de marché arrive de plus en plus, c'est la fin de la finance. Enfin, c'est la crise, et là c'est la Fed, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Pas sûr qu'il puisse sauver de lui-même Frankenstein. Ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que il y a quelques hedge funds donc, qui cherchaient à short-seller GameStop, qui l'avaient fait savoir publiquement, et qui ont dû en catastrophe retirer leurs billes parce que cette montée soudaine du cours GameStop les a foutus dans la merde, pour citer un autre Vincent célèbre. Tu connais Francky Vincent, Dorian, bien sûr. Mais blague à part, donc l'histoire c'est qu'effectivement ces hedge funds dont Melvin, il y avait je crois c'était Citron, non ? Je sais plus. Enfin bref, bon, il y a quelques hedge funds qui étaient effectivement donc short GameStop et qui sont fait avoir par le fait que l'action a monté brièvement, donc ils ont dû couper leur position et évidemment perdre un max de fric dans la foulée. Et la raison pour laquelle ils ont dû le faire tout de suite, parce qu'on pourrait se dire, mais attendez, la compagnie est en mauvaise santé, donc l'action va rebaisser. Oui, possiblement. D'ailleurs, elle a déjà rebaissé, elle est plus à 300 et quelques, mais ils ont été obligés de réaliser ces fameux appels de marge, parce qu'à un moment donné on leur a dit mais attendez, l'action elle a pris 20 fois sa valeur, les gars, il va falloir nous montrer un petit peu de thunes, parce que là on sait qu'à 20 fois la valeur vous n'allez pas être capable de payer, quoi. Donc ils ont dû effectivement réaliser leurs pertes tout de suite, et c'est là où la note de la Société Générale peut-être dont tu parlais a un écho, c'est que y a deux phénomènes antagonistes à mon avis qu'il faut souligner. Le premier, c'est que plus il y a de la vol comme ça, plus on va devoir payer des appels de marge souvent et des appels de marge plus gros, et donc mettre en difficulté des gens qui n'ont pas en fait les moyens de payer de telles volatilités. Et donc c'est ce qui s'est passé un peu avec ces hedge funds. Alors on va pas être triste trop de leur déboire parce qu'ils avaient fait quand même un pari de salaud, mais effectivement ça pourrait avoir des conséquences pour le système financier. Mais par contre, il faut quand même aussi rappeler une chose, c'est que à part pour ces hedge funds là qui étaient short selling et qui avaient donc fait ce pari très con et très risqué,
derrière, il y a des actions qui s'échangent, il y a des volumes, il y a des appels de marge qui sont faits. Et donc, c'est comme au casino. Tant qu'il y a des joueurs, le casino prend une petite commission, mais se fait quand même un paquet de fric. Donc là où je me méfie quand même un petit peu de la note de la Société Générale, c'est qu'elle oublie une chose, c'est que la volatilité, pour les gens qui sont des brokers, qui ne font que vendre à ceux qui veulent acheter et acheter à ceux qui veulent vendre, c'est tout bénef. C'est vrai. Mais en fait, là, c'est plutôt au niveau, comme on en avait parlé entre nous deux, mais on n'a pas explicité sur le chat, c'est vraiment en fait relié au problème de chambre de compensation, au problème d'options et au problème des dettes. Parce que sans rentrer vraiment dans les détails, après on peut si vous voulez, mais pour faire vraiment simple, si vous voulez, l'équation c'est un peu ils s'endettent, les acteurs s'endettent, avec cette dette ils prennent des positions, ou ils ne payent pas en fait l'action directement, l'obligation directement, ils payent comme on a expliqué auparavant, l'appel de marge. Donc en fait, ils s'endettent pour avoir cet appel de marge qui gonfle en fait la liquidité. La liquidité, on le rappelle, facilité à échanger ou un actif ou pas. Et donc, dans cette configuration-là, avec des taux zéro, ça fait que le prix de l'argent, techniquement, c'est la volatilité. Alors, je t'interromps parce que le prix de l'argent, Ouais. effectivement, et donc la volatilité, clairement, parce que les règles de collatéral et de liquidité font que tout se réalise du coup beaucoup plus vite. Pour répondre à Xilias sur le chat, l'appel de marge est automatiquement activé à partir d'un certain niveau. Oui. Ça dépend de qui, ça dépend de la qualité, comme on le disait tout à l'heure, si on a les reins plus solides, si on a plus confiance en nous, ça sera moins souvent, mais l'appel de marge est activé de manière automatique, donc le short seller a pas trop de flexibilité pour le garder indéfiniment. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des soucis. Et j'en profite pour montrer ce petit mème, parce que le soir même de la grosse panique sur les hedge funds, il y a eu... donc du coup certaines applications comme Robinhood ou d'autres qui ont dit nous on arrête de vendre GameStop, vous pouvez plus acheter d'actions GameStop chez nous, et ça a été vu comme de la manipulation. Attendez, vous laissez les banques acheter du GameStop, mais les petits porteurs de Reddit, les boursicoteurs du dimanche, ils ont pas le droit, c'est dégueulasse, etc. Et donc il y a eu ce genre de truc, et en fait il y a eu notamment Alexandria Ocasio-Cortez ou Warren, mais d'autres aussi comme sénateur Cruz à droite. Ouais, Bernie Sanders aussi. Qui se sont plaints en disant c'est une manipulation de Wall Street contre Main Street. Alors qu'en fait pas du tout. C'est la régulation en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait tellement de volume sur cette action et tellement d'appels de marge que il y a plein de fonds qui pouvaient plus livrer en fait parce que ils devaient payer les appels de marge et donc ils ont arrêté du coup d'échanger l'action. Donc on verra ce que dira l'enquête, mais a priori c'était pas vraiment un coup de Wall Street contre les petits porteurs, c'est en fait la régulation qui fait qu'à un moment donné il y avait quand même quelques garde-fous. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, c'était une réaction de marché, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça arrive rarement parce que, effectivement, voir une action qui prend 20 fois sa valeur en 48 heures, c'est assez rare. Donc là, on est vraiment sur plusieurs niveaux de vol, quoi. C'est-à-dire que l'action, elle est restée flat pendant 6 mois et d'un seul coup, elle prend 10 fois sa valeur. Oui, effectivement, c'est pas dans ces conditions-là que ces mécanismes sont censés être les plus smooth, les plus cool. Je fais juste un petit détail là-dessus parce qu'il y a toute une plomberie autour de Robinhood qui a amplifié du coup les appels de marge. Mais il y a aussi le fait que en fait les hedge funds, quand ils se sont fait un peu squeezer, c'est un terme d'ailleurs qui est assez populaire maintenant chez les Américains. Cette affaire-là, c'est le short squeeze. C'est la Startup Nation, ça. On prend les noms. Ouais. Tu vois, on intègre. Voilà. Je te colle à ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec ce qu'il faut comprendre en fait avec les hedge funds, et d'ailleurs Michael l'a très bien rappelé quand on en parlait juste entre nous, c'est que les hedge funds, ce qui les intéresse, c'est pas tellement que ça monte ou que ça baisse, bon, à part dans certains cas, mais ce qui les intéresse réellement, en fait, c'est la volatilité. C'est-à-dire que eux, en fait, ils parient sur des écarts. Ils parient pas réellement sur la hausse ou la baisse. Et pour, du coup, se positionner sur ces écarts, comme on dit, donc ils achètent et ils vendent d'un côté, ils vont par exemple vendre une action GameStop et ils vont acheter une autre action derrière, peu importe laquelle. Ouais, et le truc en fait, c'est que c'est l'achat de l'action qui permet de financer en fait le short.
Et quand ils se sont fait squeezer en fait sur GameStop, ils ont dû déboucler leur position qui était acheteuse sur certaines actions. Donc ça a fait baisser en fait le prix des actions, de plusieurs actions sur le S&P 500 et le Russell 2000. Donc en gros le Russell 2000 c'est toutes les petites capitalisations aux États-Unis. Et ça a fait monter la volatilité. Donc tous ceux en fait qui étaient short volatilité, donc soit 90% du marché, qui étaient vendeurs de vol, bah, ils se sont fait rincer. Et à cause de ça, par exemple, j'ai vu plusieurs notes, dont celle de la Société Générale que j'ai mentionnée, qui disait que on avait très rarement vu un deleveraging des hedge funds aussi fort. Donc deleveraging, c'est en gros ils sont obligés de rembourser leurs dettes, donc payer leurs appels de marge, donc ils vendent les actifs. Et ça c'est l'effet volatilité, parce que si l'action avait pris 20 fois sa valeur en 3 mois, ce qui est déjà énorme, hein, ça serait fait de manière plus progressive. Ouais, mais là, comme ça s'est fait en 48 heures, ça a pris de court tout le monde. Et donc les mécanismes d'appel de marge ont rappelé la corde beaucoup plus vite, quoi. Et sur des montants beaucoup plus forts. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais ce qu'il faut bien préciser quand même, c'est que les hedge funds, de manière... je vais pas forcément m'attarder dans les détails, c'est un peu complexe tout ça, mais grosso modo, c'est eux qui gèrent l'épargne, la retraite et les dettes, et qui intermédient les dettes aux États-Unis. Donc ça veut dire en fait que si les hedge funds ont un problème, déjà c'est toute l'épargne américaine, la dette et la retraite qui est sous pression, et en plus derrière, qui c'est qui finance les hedge funds? C'est les grandes banques, les JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Donc en fait, si les hedge funds font faillite ou alors qu'ils ont des gros problèmes, du coup c'est tous les actifs des États-Unis qui ont un énorme problème et les banques. D'où le disclaimer qui me semble essentiel. Ni Dorian ni moi-même ne sommes là pour faire une éloge pro hedge fund, parce que les hedge funds c'est très peu régulé. Ça fait des paris vraiment, parce que ça n'apporte rien qu'un hedge fund fasse un pari à la baisse sur GameStop, parce que pour GameStop, ça reste une entreprise qui est toujours dans la merde. Donc, d'ailleurs, les réditeurs qui ont poussé l'action à la hausse, ça change rien, en tout cas à court terme, ça change pas grand-chose pour GameStop non plus, parce que pendant ce temps-là, pour eux, c'est pas du cash palpable et ça rouvre pas des boutiques. C'est de la spéculation, hein, ça relève, en tout cas sur cette temporalité, ça relève uniquement de la spéculation et du pari. Donc, le disclaimer que je voulais apporter par rapport à ce que dit Dorian, et il a raison, c'est que même si on n'a aucun amour pour les hedge funds, si on joue comme ça un petit peu avec le feu et qu'on arrive à faire faillite à des hedge funds, on n'est pas sur un narratif à la Robin des Bois, justement, où les pauvres vont voler aux riches pour rendre aux pauvres. Parce que si un hedge fund se casse la figure, derrière, il n'y a pas que des méchants traders qui ont fait des paris pourris et qui méritent de payer. Il y a aussi des fonds de pension, des assurances. Donc il y a plein de gens qui, sans le savoir, sont exposés à ces stratégies-là et donc prennent des risques. Et d'autre part, c'est que comme c'est un acteur qui est de plus en plus imprégné dans la dépendance des marchés, donc avec les banques, avec les chambres de compensation, avec un acteur qui est un peu trop connecté, beaucoup plus connecté que les hedge funds pouvaient l'être il y a 20 ou 30 ans, il y a des chances aussi que cet acteur se fasse renflouer pour justement assurer la stabilité du système. Alors c'est un peu dégueulasse, mais s'ils se font renflouer, ça veut dire que les gains des quelques réditeurs, ils vont se faire finalement sur le dos des taxpayers, des contribuables. Enfin, oui, c'est exactement ça. Donc attention, après c'est la décision politique d'aller faire un renflouement. Je dis pas qu'il faut forcément le faire, mais de fait, il y a quand même un risque un petit peu de jouer avec le feu, et c'est pour ça que une précision qui me semble importante, c'est que il faudrait déjà rappeler que on reviendra aussi un petit peu sur le côté stakeholder démocratie, c'est que le narratif de dire c'est les gentils qui ont gagné, les méchants qui ont perdu. Bon, en fait les réditeurs c'est des boursicoteurs et ils ont finalement, pour l'instant, ils vont faire un profit. Enfin, en tout cas, c'est eux qui vont empocher l'argent. C'est pas l'abbé Pierre, ces mecs. C'est clair. Et en plus de ça, comme l'action a énormément de volatilité et qu'elle est déjà en train de redescendre, il y a des chances qu'il y a des gens qui laissent aussi des plumes parce que c'est des amateurs, quoi. Et ils risquent ils prennent le risque aussi de se faire prendre dans leur propre jeu.
Ça, je pense que c'est important aussi à rappeler. Donc voilà, faire juste un peu gaffe. Avec tout le plaisir qu'on a de voir un hedge fund pris à son propre jeu, qui est un plaisir jubilatoire, derrière, c'est pas dit que ce soit en fait les hedge funds qui perdent, d'une part, et d'autre part, la seule façon de gagner de cette histoire, et on va en parler aussi un petit peu plus tard, c'est finalement d'empêcher que ça arrive à nouveau. C'est-à-dire que c'est une histoire de régulation. Il faut pouvoir empêcher ou encadrer aussi ces pratiques de short selling qui sont absolument dégueulasses. Il faut pouvoir faire attention à tout ça, et là où certaines personnes s'étaient émues effectivement de ces règles collatérales, du fait que du coup on pouvait plus trader, et ben heureusement qu'elles étaient là, parce que si elles n'avaient pas été là, ça aurait pu être 10 fois pire, quoi. Oui, c'est clair. Je voudrais juste faire une brève à propos de l'importance des hedge funds, parce que derrière c'est géopolitique, et après je vais enchaîner un peu sur le narratif de Reddit. Mais si vous voulez, en fait, le hedge fund, je la fais grosso modo, sans rentrer vraiment dans les détails, mais si vous voulez, depuis 10 ans, les étrangers achètent de moins en moins de dettes en dollars. Et quand je vous parle de dette, c'est autant la dette d'entreprise que la dette publique. Donc, pour en fait recycler ces dettes-là et donc financer le déficit américain, c'est la Fed qui rachète plusieurs titres de dette pour des raisons bien précises, mais l'autre partie, c'est les hedge funds, c'est le shadow banking. C'est eux qui rachètent en sous-main énormément de dettes que les étrangers vendent. Donc, derrière, en fait, se joue rien de moins que l'hégémonie américaine, l'hégémonie du dollar, et surtout la guerre économique. Parce que pour faire leur guerre économique, les Américains passent par les hedge funds, par BlackRock, par exemple, tout à fait. Ceux qui sont censés gérer la transition écologique et les dettes de BlackRock. On fera une émission spéciale là-dessus, je pense, à l'occasion, parce qu'il y a trop à en dire. Ouais, je pense aussi. Enfin bref, donc voilà, c'est des intérêts qui sont géopolitiques et géostratégiques derrière les hedge funds. Et ensuite, à propos des réditeurs, tiens, tu viens de montrer un mème que j'avais réussi à glaner. C'est un stream de professionnels ici. Ah, franchement, je remarque ça, j'admire, j'en prends des notes. Non, mais justement, voilà, à mon avis, en fait, c'est dans le cœur du sujet. Et j'en profite du coup pour souligner à l'inverse aussi une remarque sur le chat de Geg Zug qui dit Ignore the populist GameStop hype, short sellers are heroes. Donc c'est encore une nouvelle dimension, mais en gros, on est en train de présenter les réditeurs comme des héros. Là, a priori, Forbes a l'air de vouloir présenter les short sellers comme des héros. Mais nous, je pense que ce qu'on va dire, et je te laisse la parole tout de suite, c'est qu'en fait, c'est un narratif beaucoup trop binaire, beaucoup trop simple. Je crois qu'il y a ni héros dans les hedge funds, ni héros dans les réditeurs. Voilà. C'est exactement le point que j'allais soulever, c'est que tu le vois très bien en fait à travers le mème que tu as donné. À savoir que moi j'ai pu regarder un peu ce qui se dit sur les forums Reddit Wall Street Bet, et les mots qui sont utilisés, c'est tenez la ligne, ne vendez pas. C'est nous on part en guerre, on est là, on est les super-héros, on est Captain America, Superman, ce que vous voulez, et on se bat contre l'injustice, parce que vous comprenez, ce sont des manipulateurs, Wall Street, ce sont des gens qui volent les pauvres, et nous sommes là dans un but de justice, bien évidemment. Et ce narratif, en fait, qui convainc du coup apparemment certaines personnes, est totalement... Il est encore assez fort. Moi, j'ai vu un article complet sur Le Monde où ils expliquaient, et ça a été repris par d'autres gens, arrêt sur image, etc., que derrière, c'était des gueules cassées de la crise de 2008, qui se payaient une revanche. Non, mais c'était ça. Et moi, je veux bien croire qu'il y en avait dans le lot, parce que la crise de 2008 a évidemment créé des gueules cassées. Mais c'est un peu simpliste quand même, hein. Surtout quand on sait un petit peu comment ça marche sur Reddit, de quelle communauté on parle. C'est des gens qui font un bénéfice pour leur gueule, quelle que soit leur situation. Et j'ajouterais une dimension, et je te laisserai finir, mais qu'il faut aussi rappeler, parce qu'on l'a pas dit du tout, c'est que c'est pas juste des petits porteurs du dimanche sur Reddit, c'est qu'ils se sont fait conseiller aussi par des grands pontes. Et dans le lot, dans ces réditeurs qui ont décidé de sauter sur l'occasion, il y a deux personnes en particulier que je voudrais citer. Il y a Michael Burry.
Michael Burry, c'est l'un des héros de The Big Short, donc on y revient, comme ça a été dit sur le chat. Donc Michael Burry, qui avait fait le pari à la baisse sur les subprimes, a fait un pari à la baisse, enfin a fait le contraire, s'est dit tiens, il y a un pari à la baisse sur GameStop, venez, on va niquer les hedge funds. Donc il y avait quand même un parrain derrière, Michael Burry, qui a donné les bons conseils. Et puis il y a eu aussi ce fameux Elon Musk qui, et c'est pas inintéressant, est très souvent victime lui-même de short selling par les hedge funds, et qui est allé dire ah ouais vous faites bien les redditeurs, allez-y, montrez-leur, et qui du coup a profité aussi de son pouvoir d'influence, je dirais, ou alors la capacité d'être influencé des redditeurs, et l'action Tesla aussi a grimpé. Et donc là il y a aussi un peu manipulation, c'est qu'il y a quand même il n'y a pas que monsieur et madame Michu qui se sont attaqués au hedge fund. Il y a eu quand même derrière des mecs qui savaient ce qu'ils faisaient, et dans le cas de Elon Musk en particulier, on peut se demander s'ils faisaient pas ça plutôt pour leur gueule à eux, quoi. Ah oui, c'est clair. Bah, de toute façon, toi t'en as cité deux qui sont énormes, mais j'en ai quelques-uns comme Shamat Palihapitiya, qui est, si tu veux, ce qu'ils appellent le fin tweet, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de finance, qui a énormément de followers, et le gars arrête pas de balancer des messages du genre battez-vous contre les inégalités, battez-vous contre l'injustice, révoltez-vous contre Wall Street, les salopards. Voilà, et on est vraiment sur des messages. Alors qu'ils sont en train de jouer au même jeu. C'est ça le truc, c'est que ces mecs-là sont pas en train de faire la révolution, ils sont en train de jouer au même jeu. Voilà, ils sont skin in the game. Bah, c'est ouais. clair, ils sont skin in the game. Et voilà, donc les mecs, en fait, je vous ai dit cette petite histoire de Wall Street 87 parce que pour moi, c'est absolument que ça. C'est Blue Angel M Anacott Steel. Voilà, quoi. Ouais, tout à fait. On est vraiment là-dessus. C'est des mecs qui rêveraient d'être à leur place aussi quelque part. Enfin, non, j'exagère un peu, mais en tout cas qui sont en train d'être à leur place quelque part parce que c'est eux qui ont gagné le pari ce coup-ci. Mais voilà, mais ils sont en train de jouer au même jeu. Oui, c'est clair. C'est pour ça que j'insiste, parce que je pense que c'est un message qu'on n'a pas beaucoup entendu, en tout cas dans les différentes lectures, c'est que pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'on corrige le jeu. Parce que visiblement là c'est deux joueurs du même acabit. Et donc pour corriger le jeu, bah, c'est la régulation. Je vais donner un exemple comme ça peut-être pour inspirer un peu la discussion. Vu les volumes et vu les variations de cours sur GameStop, il n'aurait pas été déconnant que la bourse de New York décide de suspendre la cotation de GameStop pendant quelques jours. Ah oui. En Europe, ouais, c'est déjà arrivé quand par exemple des grosses banques, Société Générale ou Montepaschi ou d'autres, quand il y a eu comme ça des petites rumeurs de marché, des soucis, des tendances un peu fortes, au point où on pensait qu'il y avait manipulation, et ben qu'est-ce qu'on fait ? Hop, le gendarme dit on arrête les cotations pendant 24 heures avant de comprendre ce qui s'est passé, et puis après, si c'est rien passé, hop, ça repart. On peut se permettre d'attendre 24 heures, quoi. Et sur GameStop, ça n'a pas été arrêté. Et je sais pas si c'est une différence entre l'Europe ou les États-Unis, mais il faut savoir qu'à régulation égale, il aurait été possible d'activer ce genre de mécanisme. Une autre piste aussi, c'est que le short selling en tant que tel, on pourrait le restreindre, voire donc les ventes à découvert, on pourrait aussi les interdire, quoi, en fait, hein, parce que ça relève du pari. Hein. Oui, on pourrait le faire, mais en fait là, je pense, moi, de manière vraiment ultra pragmatique, hein, je pense que vous avez compris, on n'est pas dans le jugement de valeur ici, mais de manière totalement pragmatique, moi je me dis, je suis un régulateur, je ne suspends pas la cotation parce que déjà je vois la volatilité implicite qui est en train de monter, je vois que tout le monde est en train de paniquer, je me dis ok, si j'arrête la cotation là, tu peux être sûr et certain que de peur d'être tenu responsable finalement des pertes de ceux qui vont faire des pertes. Voilà. Et ça c'est un truc qui arrive souvent chez le régulateur malheureusement, ouais, c'est vrai. Non mais c'est dommage, c'est con, mais ouais. Tu sais que de toute façon les mecs, voilà, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont une faculté impressionnante quand même à faire passer les défaillances privées par des défaillances publiques. Donc oui, bah de toute façon, c'est simple, hein. Quand ça marche c'est grâce à eux, quand ça marche pas c'est pour les autres à payer.
Voilà, comme on l'a déjà dit exactement. plusieurs fois sur ce live, ces acteurs du libéralisme sont très bons pour ne pas s'appliquer leurs propres lois à eux-mêmes. D'ailleurs, c'est un des points qui a joué sur le narratif, c'est qu'on a vu beaucoup d'investisseurs institutionnels, de hedge funds aller pleurer sur BFM Business, l'équivalent américain, CNBC et Bloomberg TV, aller dire mais c'est dégueulasse, arrêtez tout, ouin. Donc c'est sûr que c'était un peu jubilatoire sur le coup. Crony capitalism. Ouais, c'est ça. Mais alors par contre, c'est vrai que qu'on soit quoi qu'on pense des Redditeurs, et effectivement, toi comme moi, on a une vision quand même un petit peu moins idyllique que ce que la surface des articles nous montre. Hein. Moi, je pense que Reddit, c'est capable du meilleur comme du pire, mais c'est souvent capable du pire. Ouais. C'est pas loin du 18-25 ou du 12 ou du 15-18 sur jeuxvideo.com. S'il y en a sur le chat, on vous salue pas. Oh, t'es dur quand même. Non, mais c'est un peu la plaie de l'internet. Et hot takes, hein. Sur ce live, hein, bien sûr. Mais bon, évidemment, après, il ne faut pas faire de généralité, il n'y avait pas que ça dans ces investisseurs, mais quand on voit les mêmes, donc les petites blagues, les choses qui se passaient, on n'était pas forcément toujours chez des grands progressistes et des Robin des Bois non plus. Donc moi, j'ai un avis assez tranché aussi sur ces phénomènes-là, mais est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, au moins pour rendre l'histoire un peu plus positive que cette vision un peu négative que je viens de vous donner, c'est que quoi qu'on pense des Redditeurs, c'est quand même un signal faible, et là je reprends tes mots, de ce qu'on appelle le shareholder ou stakeholder democracy. Stakeholder, ouais. Ouais, stakeholder, c'est-à-dire que c'est quand même une forme d'action coup de poing. C'est-à-dire que tout comme le commun des mortels, quand il n'est pas content contre quelqu'un, il peut aller faire une manifestation ou un sitting ou une action physique devant pour protester. Et ben là, on a une communauté qui s'est créée sur Internet et qui a utilisé les mécanismes de marché pour protester. Donc il y a eu un exercice démocratique sur les marchés de la bourse, quoi. Ouais, c'est clair. On en avait parlé un petit peu, toi et moi, mais moi je vois vraiment une bataille pour la réappropriation de la capacité à valoriser. Je m'explique. Grosso modo, pour faire vraiment très simple, ce sont ceux qui ont la monnaie qui instituent la liquidité, qui décident à qui ils prêtent, à combien, et en fonction de ça, vous avez une certaine liquidité sur un actif. Vraiment, je fais très simple. Et si vous voulez, moi, comment je l'ai vraiment compris, cette histoire de GameStop, c'est des communautés organisées qui sont très homogènes, qui passent par les réseaux sociaux, qui peuvent se coordonner de manière très rapide par ces réseaux-là, et qui s'organisent en fait en groupes d'intérêt pour faire valoir, comme je l'ai dit, leurs intérêts. Et vraiment, l'idée du stakeholder capitalism, c'est que ce ne soit pas les seuls propriétaires de l'action qui puissent déterminer ce qu'est la valeur de l'action. C'est la communauté, c'est les gens qui l'utilisent, qui peuvent agir sur les décisions de l'entreprise. Et c'est pour ça en fait que Oui, je voulais juste en profiter du coup aussi pour répondre, parce que ça rebondissait bien sur ce que tu disais, à Mekento sur le chat, qu'on salue, qui nous demande, en cas de short sur une action française emblématique, disons, peut-on imaginer que l'État organise en sous-main des réactions citoyennes type Reddit ? Alors, alors ça dépend des États, hein, mais ce que disait Dorian un petit peu tout à l'heure, c'est que déjà de base, les hedge funds, directement ou indirectement, peuvent être parfois la main armée d'une stratégie nationale sur les marchés internationaux. Alors des pays le font plus que d'autres, on pourra citer la Chine par exemple, mais dans le cas du coup d'une organisation plutôt, je dirais, de manipulation sur les réseaux sociaux pour essayer d'en tirer des gains, il faut savoir que ça c'est mon avis personnel, ça se fait beaucoup déjà depuis 5-10 ans pour les partis politiques. Je vous renvoie par exemple à l'épisode 2 du podcast Rue de la Révolution qu'on avait appelé Le bruit des bottes, où on avait expliqué un petit peu comment la République En Marche, lors de l'affaire Benalla ou sur d'autres histoires, pouvait essayer de manipuler les réseaux sociaux et ses militants et ses bots et ses communautés comme ça, type Reddit, pour essayer de faire pousser une idée.
Plus récemment, il y a eu l'histoire de Marlène Schiappa. On vous renvoie notamment à un article de Arrêt sur Image par Pauline Bock sur la Schiappasphère. Donc sur ces phénomènes de manipulation des réseaux sociaux par rapport à une idée politique. Donc est-ce qu'on peut imaginer que l'État puisse faire, ou que le gouvernement, ou qu'un intérêt privé puisse le faire pour une action ? Oui, probablement pas de demain, mais je ne serais pas étonné que d'ici 5 à 10 ans, ce soit une pratique qui se vulgarise à fond, pour le coup. Ouais. Oui, c'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant en tout cas. Mais c'est marrant parce que je l'ai pas compris du tout comme ça, moi, sa question. Ah ouais. Ah oui, parce que j'avais peut-être mal lu. Oui, moi j'avais plutôt compris en fait, est-ce que l'État pouvait réprimer ce genre de réaction? Ah, réprimer. Les banques, Ah bah par exemple. contre, pour le coup... Oui, moi je l'avais compris comme ça en fait. Non, mais à mon avis, réprimer... Excuse-moi, j'avais pas Non, pas de souci. Non, après, aller réprimer Reddit, ou etc. Bon, alors, les groupes sont fait censurer, donc ils ont appelé à la censure. En fait, ils se sont pas fait censurer, c'est juste... Ah ouais, les GAFA, ils ont été ouais, mais c'est un peu comme avec Trump, ouais. ils ont laissé faire, et puis le jour où Trump avait perdu, ils ont réalisé qu'ils pouvaient enfin se permettre de le shorter, alors qu'ils pouvaient pas vraiment le shorter avant. Mais si je peux faire juste une parenthèse politique, là je pense qu'on a vraiment une espèce de démonstration du bloc hégémonique américain, à savoir la conjonction en fait entre les GAFAM, qui sont si vous voulez les monopoles technologiques. Vous avez les banques, les hedge funds, qui contrôlent grosso modo le capital fictif. Et si vous voulez, il y a vraiment une grosse fracture aux États-Unis entre ceux qui ont du capital, c'est-à-dire ceux qui sont actionnaires, grosso modo, qui ont de l'épargne, qui sont actionnaires, et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont, ce sont des cadres, en règle générale, 40, 50 ans, quelque chose comme ça. C'est limite des gens en fait qui peuvent se passer de travailler parce qu'ils ont assez de capital en fait de côté pour vivre sur la rente ou sur les dividendes par exemple. Et le fait en fait que Google par exemple, que Facebook, excuse-moi, censure carrément les groupes de Wall Street Bet pour les empêcher de se coordonner, donc ce qui indirectement ou directement aide du coup la cause des hedge funds et des banques. Moi, je vois ça comme un soutien des démocrates. Moi, j'ai une lecture un peu plus pragmatique, c'est qu'à mon avis, les mecs ont des capacités de modération proches de zéro absolu. Ils en profitent déjà depuis longtemps. Qui avaient des postes répréhensibles depuis bien longtemps parce que c'est le genre de la commu, mais qu'il a fallu que le truc soit médiatique. Tu parles des GAFA là ? Ouais, je parle des GAFA. Okay. Et je pense qu'ils ont c'est-à-dire que je pense que dans ces groupes-là, que ce soit sur Reddit, sur Facebook, etc., il y avait des choses qui étaient répréhensibles déjà depuis longtemps en termes de contenu partagé, etc., d'opinions sexistes ou quoi que ce soit, et que les mecs ont fermé les yeux parce que c'était des petits groupes ou qu'ils n'ont pas les moyens de surveiller parce qu'ils se les donnent pas, et que le jour où le truc a été un peu médiatique, ils n'ont pas eu à chercher longtemps avant de dire ah bah attendez, on a une bonne excuse pour censurer, qui n'est pas la raison des hedge funds, etc., mais c'est parce qu'il y a effectivement une enfreinte aux règles de conduite sur nos forums qui était déjà là depuis 6 mois, mais qu'on n'avait pas eu le temps de regarder depuis, quoi. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça, tu vois. Bah, je pense que c'est les deux, hein. C'est une concordance d'intérêts et en même temps, comme tu l'expliques. Donc bon, la Ligue du LOL par exemple. Ouais, non mais je veux pas faire de trop d'amalgame non plus, mais voilà, allez vous plonger dans certains groupes de Nurshi sur Facebook, genre Nurshi de femmes blanches, c'est le 15-18 quoi, c'est à gerber, hein. Donc oui. Et ça c'est pas fermé par Facebook. Mais par contre, le jour où il y aura un papier de Cosette ou de Libé sur Nurshi de femme blanche, tu verras que d'un seul coup Facebook va se souvenir qu'il a Nurshi de femme blanche sur son site, quoi. Bah justement, là tu es en train d'évoquer en fait un phénomène qui pour moi en fait est exactement une des principales raisons pour laquelle le stakeholder va émerger d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est que grosso modo, on est dans un système en fait où moi je m'en étais surtout rendu compte avec les monnaies digitales des banques centrales, c'est que grosso modo avant, on était obligé de passer par un intermédiaire pour accéder par exemple à une information, une ressource, peu importe. Et avec la technologie, on a la capacité en fait d'organiser une décentralisation totale des flux. Ce qui signifie du coup que c'est d'abord, en gros, si vous voulez, pour une communauté. Quand vous êtes un fonds d'investissement par exemple, j'avais vu l'exemple de Xiaomi.
Xiaomi, par exemple, c'est un fonds d'investissement chinois, si je dis pas de bêtises, fonds capital risque, quoi, qui investit en fait essentiellement dans le jeu vidéo. Et ces personnes-là, en fait, grosso modo, ils ont la chaîne de production, des consoles, etc. Et les gars, en fait, passent par les influenceurs. Les influenceurs fédèrent la communauté des gamers, qui du coup partagent leur satisfaction, ce qu'ils n'apprécient pas, ce qu'ils souhaiteraient, ce dont ils auraient besoin, etc. Ça remonte à l'influenceur, qui fait remonter ça à l'entreprise, qui fait remonter ça à Xiaomi. Et si vous voulez, on est vraiment sur un modèle où c'est la demande qui émet une information, qui est traitée très rapidement par l'offre et qui s'adapte. Et ce qui veut dire que finalement, il se peut très bien qu'il arrive au hedge fund la même chose qu'à GameStop dans 10 ans. C'est parce qu'on est en train de changer d'intermédiaire, on est en train de couper des intermédiaires aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est en train de niquer les intermédiaires et ils apprécient pas ça. C'est clair. Bien, Dorian, on n'a peut-être pas tout dit, mais j'ai bon espoir qu'on puisse en reparler une fois que la poussière sera aussi un peu retombée, parce que j'espère qu'on parlera aussi un peu de régulation du coup, parce que finalement, dans toute cette histoire, s'il y en a bien un qu'on n'a pas entendu, c'est le régulateur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Bon, ça fait déjà une petite heure, une bonne heure même qu'on discute de ça, donc comme il se fait tard, je propose qu'on en reste là. Même si, surtout qu'on n'a pas abordé la moitié, hein. Enfin, moi, de ce que j'ai non, mais moi non plus, mais quitte à en refaire une la semaine prochaine, tu vois. Mais je préfère. Ouais, ça m'irait. Je me dis aussi que pour les gens qui nous suivent, et ils ont été nombreux, et on les remercie chaleureusement, 1 heure c'est bien, 2h30, on va perdre des gens. Donc on se refera 1 heure, je pense, à l'occasion. Quoi qu'il arrive, la vidéo sera dispo en VOD, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Dorian et moi-même, nous sommes dispo sur Twitter. Voilà, les liens sont là. Donc si vous avez des questions que vous voulez nous poser sur Twitter, on va y répondre. Ce sera avec grand plaisir. C'est notre passe-temps préféré à Dorian et à moi. Je rigole qu'à moitié en plus. Non, voilà. Moi aussi. J'espère en tout cas. J'ai quelqu'un qui me dit oui, sur la vidéo, j'ai aidé effectivement Gilles, alias Eureka, sur son script un petit peu de la vidéo sur GameStop. Je le remercie, il fait du super boulot. Eureka qu'on aura très bientôt. Qu'on aura très bientôt en interview dans le podcast Rue de la Révolution. Voilà, une petite exclue. Ah ouais, on l'aura bientôt en interview chez Rue de la Révolution. Stay tuned. Voilà, un petit en tout cas, si je peux juste émettre, vas-y. Dire quelque chose. Eureka, franchement, il m'a plus appris de choses sur l'économie et la finance que mes propres profs. Franchement. Ouais, mais c'est sûr. Non, il est bon. Roland soulève que mon autre passion préférée, c'est les jeux de mots. Non, c'est pas vrai, c'est le skate. Aussi bien en belge qu'en français. Non, pas du tout. Mais bref, sur ce jeu de mots d'une qualité discutable, je vous embrasse. On salue Roland, effectivement, mon comparse de Rue de la Révolution, qui aura le plaisir aussi de subir mes jeux de mots face à Eureka. Nous, on se dit au revoir, mais on se reparle très vite. On vous souhaite une bonne soirée. Posez-nous des questions sur Twitter. Revenez la semaine prochaine. Merci d'avoir répondu à l'appel. On espère que l'affaire GameStop est un peu plus claire qu'avant. On vous encourage à la suivre parce que c'est encore en train de se dérouler. Et un dernier hommage à toi, mon cher Dorian, d'être prêté au jeu. C'était plus sympa à deux, c'est plus un ping-pong, donc je suis content et ce sera à refaire avec plaisir. Ouais, tout pareil pour moi. Merci encore d'avoir accordé de l'importance à ce que j'ai à dire. Donc tu m'honores plus qu'autre chose. Merci à toi. C'est gentil. Et merci à vous de m'avoir écouté, bien sûr. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. À la prochaine et attention quand vous boursicotez sur les internets. Allez, et ça c'est pour Roland. À ciao. Allez, bon courage à tous.